Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. À la une de l'actualité, 2022 et non 2021, l'Assemblée nationale a tranché. Elle a adopté la loi numéro 05-2021 malgré les amendements brandis par l'opposition parlementaire qui soupçonne d'ailleurs un calendrier électoral caché. Le ministre de l'Intérieur a exposé les raisons qui ont conduit à ce report lors de la plénière à l'Assemblée nationale. Un report des élections locales alors que les meetings se poursuivent après Matam, Podor, Kaolack mobilise. Les jeunesses républicaines ont dénoncé le meeting de certains leaders de l'Alliance pour la République organisé ce vendredi. Un méga meeting boycotté par la jeunesse républicaine. Mais malgré tout, les militants ont massivement répondu à l'appel de leur leader. Lancement officiel du programme des 100 000 logements sociaux. 500 logements seront construits à Tivaouane, consacrés par la SNHLM, dont 100 logements sur le site de Toro Malik, déjà borné dans la cité religieuse. Aux États-Unis, nouvel incident au Capitole. Un policier a été tué, un autre blessé près du siège du Congrès américain après avoir été heurté par une voiture. Une attaque qui ne semble pas liée au terrorisme, précise les forces de l'ordre. Sud Nuit. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Report des élections locales au plus tard en janvier 2022. Le projet de loi numéro 05-2021 a été voté par les députés de la majorité. Un vote effectué malgré les amendements de l'opposition qui réclamaient la tenue des locales le 19 décembre 2021. L'opposition soupçonne une volonté de report des élections législatives dans cette même foulée. Amadou Moussafadia. À 19h22, a adopté à la majorité de ses membres le projet de loi reportant donc la date des élections et prorogeant le mandat des élus locaux dans les instances territoriales. Nous sommes d'accord? Alors, Monsieur le ministre, l'Assemblée a adopté le projet de loi. Je vous remercie. Un énième report des élections locales adopté par le Parlement avec un amendement du gouvernement rapprochant la date prévue initialement du 27 février 2022 au 31 janvier 2022. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement présenté par le gouvernement de la République? Un texte adopté par la majorité malgré les amendements de l'opposition portés par le député Abdou Mbaké Baradoli qui a proposé en lieu et place le 19 décembre 2021 pour l'organisation des élections. Selon ce député, il y a anguille sous roche car le report des élections locales entraîne de fait celle des élections législatives. Il faut tenir les élections locales à la date voulue par les populations en 2021. Au-delà des reports, il y a un problème qu'il faut soulever car si l'on reporte les élections locales jusqu'en 2022, ces mêmes députés seront obligés alors de reporter les élections législatives. Et donc, pour éviter cette situation qui se profile à l'horizon, il faut reporter jusqu'en 2021 seulement. C'est le souhait de l'opposition, du FNR, c'est le souhait de la société civile. Les non-inscrits sont tous d'accord pour un report jusqu'en 2021. Et même l'administration a indiqué que c'est possible de tenir les élections en 2021. Même inquiétude soulevée par la députée Aïda Mbodj. Le fait que la majorité veuille coûte que coûte reporter les élections jusqu'en 2022 amène une suspicion au niveau de l'opinion. Monsieur le ministre, je vous demande ainsi de rassurer les acteurs pour enlever cette suspicion qui pèse sur l'année 2022. Une séance plénière qui a également permis à plusieurs députés d'évoquer dans l'hémicycle les démêlés judiciaires de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Une séance plénière lors de laquelle le ministre de l'Intérieur a exposé les raisons qui ont conduit à ce report, tout en relevant la bonne foi du gouvernement qui a même accepté, après concertation, de rapprocher la date d'un mois de février à janvier 2022. Il a également apporté des précisions sur la vacance des mandats. Voici Antoine Félix Abdoulaye Diom au micro de Amadou Moussafadia. Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre du prolongement, pour ne pas dire en parfaite harmonie, avec ce qui a été déjà discuté dans le cadre du dialogue politique, et l'examen des amendements sera tout à l'heure peut-être l'occasion de revenir sur ces consensus forts qui ont toujours été obtenus, tant sur le principe
du report que sur la date du report. Le parti ne serait pas d'accord. Il s'est agi plutôt d'essayer de voir dans quelle mesure on peut parvenir à un consensus sur la date. Cela n'a pas été possible dans un premier temps. Mais sur le report au moins, et c'est le lieu de le préciser, il y a eu un consensus. Aujourd'hui, il n'est pas discuté, toutes parties confondues. Et c'est heureux qu'on ait noté une proposition venant de l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké tendant à demander à ce que ces élections se tiennent le 19 décembre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur le report, il n'y a pas de malentendu sur le report. Toutes les parties sont d'accord sur le report. Par contre, c'est sur la date à laquelle doivent se tenir ces élections que les parties ne sont pas encore tombées sur un accord. Quand bien même que cela n'est pas encore possible, cela n'a pas empêché, et vous l'avez souligné, de la part du gouvernement d'essayer de faire un pas vers l'opposition suite à ce qui a été initié par une partie de la société civile. Le texte de loi de 2019, donc la loi de 2019 qui avait reporté les élections, avait prolongé les mandats des élus, des conseillers avaient déjà précisé qu'ils resteraient en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux conseillers. Qu'est-ce à dire? Ça signifie en d'autres termes que même si des élections avaient eu lieu le 28 mars passé, les mandats actuels des conseillers seraient encore en vigueur. A fortiori, si dans le texte c'est déjà bien précisé et sans pour autant faire de distinction que quoi qu'il advienne, un report des élections locales alors que les meetings se poursuivent après Matam, Podor, Kaolack mobilise. Les jeunesses républicaines de Kaolack ont dénoncé avec vigueur le meeting de certains leaders de l'Alliance pour la République organisé ce vendredi soir au cœur de la ville de Kaolack. Selon eux, c'est du folklore. Ils ont également condamné le recrutement de près de 300 nervis pour cette rencontre politique, une rencontre boycottée par ces derniers. Pour ces jeunes de l'Alliance pour la République de Kaolack, la priorité reste l'emploi et le développement de Kaolack. Hugo Sen, porte-parole des jeunesses républicaines de Kaolack, est au micro de Mamadou Kamara. Que nous restons dans notre position, dénonçons avec rigueur et force cette attitude de rassembler les Kaolackois. Parce qu'il est clair que nous appartenons au même parti, mais nous voulons alors des cars qui transportent des enfants de 10 ans, de 8 ans. Mais ça c'est grave, Il fallait avoir des militants majeurs et les transporter au niveau de leur meeting, mais des enfants de 10 ans qui sont un peu partout dans les véhicules pour partir répondre à ce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Nous dénonçons à Kaolack la priorité, c'est en réalité l'emploi et l'employabilité, la formation des jeunes. Tout le monde sait qu'à Kaolack, en réalité, le problème de Kaolack, c'est l'hivernage. Il ne reste plus 2 mois pour que l'hivernage se pointe. Donc, on croit qu'actuellement, dépenser plus de 100 millions à des rassemblements, il fallait régler le problème de la formation. Recruter plus de 300 nervis. Alors, pour un meeting, mais ça c'est regrettable. Alors, il y a des rues où il faut des remblages. Il y a des rues où personne ne peut passer. Alors, régler ces problèmes quotidiens des Kaolackois, alors est mieux que dépenser cet argent pour ne rien dire ou ne rien faire. Et retenez que malgré l'opposition de cette jeunesse républicaine de Kaolack, la coalition Benno Bokk Yakaar a pu tenir son méga meeting au cœur de Kaolack. Les militants ont massivement répondu à l'appel de leur leader. Le chef de l'État, dans son programme ou sa politique de programme de construction des 100 000 logements, à Thiès, ou plutôt à Tivaouane, 500 logements seront construits dans le département Tivaouane, dont les 100 logements seront construits sur le site de Toro Malik, borné dans la cité religieuse Bamakarso. Lancement officiel du programme des 100 000 logements sociaux initié par le chef de l'État Macky Sall sur l'ensemble des 45 départements du pays. La SNHLM sur fonds propres démarre le projet. L'étape de Tivaouane parmi les 45 départements ciblés. Yaguine a été choisi. 500 logements y seront érigés et en urgence 100 autres logements sur le site de Toro Malik dans la cité religieuse. Des sites qui ont été visités par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Abdoulaye Sow. Voici le maire de Tivaouane, par ailleurs directeur général de la SNHLM Mamadou. À Tivaouane, au niveau du site de Yadjin, nous avons prévu la construction de 500 logements consacrés par la SNHLM au lancement officiel des travaux dans le cadre du programme des 100 000 logements sociaux. Mais les 100 premiers seront construits sur le site
de Toromari qui est déjà borné. Et aujourd'hui, il fallait qu'on montre au ministre Tivaouane également est prête à accueillir les logements que nous allons construire via la SNHLM. Donc aujourd'hui, la SNHLM, en tout cas, donne le ton par rapport à la construction des logements sociaux pour maintenant se diffuser à travers le pays. Il n'y aura plus de répit. Une occasion pour le directeur général de la SNHLM de s'expliquer sur le programme des 100 000 logements et des sites disponibles à travers le pays. Une demande de montée en puissance des promoteurs publics comme la SNHLM avec cette situation d'urgence selon Mamadou Diagne Simbeng, le maire de Tivaouane et directeur général de la SNHLM. Nous avons des sites disponibles un peu partout dans le pays à travers les 45 départements. Sur Kébémer où nous étions pour lancer la construction de 300 logements, on avait un programme de parcelles viabilisées. Mais vu la pertinence du projet, 100 000 logements concoctés par le président de la République, nous avons changé de paradigme et nous avons décidé donc de construire 300 logements au niveau du site de Kébémer. Au total d'ailleurs, le président de la République ayant eu connaissance de la programmation de construction de 1300 dans la phase d'urgence, avait demandé une montée en puissance des promoteurs publics, notamment la SNHLM, si bien que dans la première phase de 60 000 logements sur les 100 000, la SNHLM va en construire 15 000 à travers le pays. Tivaouane, Babacar Sow depuis Yagin pour CDFM. Babacar Sow, le ministre de l'économie, des finances, du plan et la ministre de l'économie sociale et solidaire Zahra Iyane Thiam ont procédé ce vendredi à la validation de la lettre de politique sectorielle de développement du secteur de la microfinance. La lettre de politique vise à optimiser la qualité de l'offre de services financiers, socio-économiques et solidaires. Après, avec l'adoption de ce document, son ministère dispose d'un atout pour attribuer au chantier de l'émergence. Écoutons le ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam, au micro d'Ismaël Marcel Colli. Pour mettre en œuvre cette vision sectorielle, la lettre de politique sectorielle de développement de mon département, qui fait l'objet de validation aujourd'hui, vise principalement l'optimisation de la qualité de l'offre de services financiers, sociaux et solidaires et ses canaux de distribution, le renforcement de la capacité des opérateurs économiques de l'ESS et de la structuration de leurs demandes de financement, l'amélioration du cadre institutionnel et juridique de la gouvernance du secteur de la microfinance. L'opérationnalisation de ces orientations stratégiques permettra de réaliser l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers et non financiers, adaptés pour une contribution déterminante à une croissance économique forte et inclusive au Sénégal d'ici à l'horizon 2025. Assurément, le bon fonctionnement du cadre de pilotage et de suivi-évaluation permettra à la LPSD de constituer une réelle valeur ajoutée pour le secteur de la microfinance et de l'ESS en définissant une meilleure lisibilité des priorités et leur appropriation par les acteurs du secteur. Ainsi, avec l'adoption de ce document stratégique, mon département dispose désormais d'un atout majeur pour prendre toute sa part du chantier de l'émergence, conformément à la vision du président de la République de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. La participation active des agents du ministère, des acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, du secteur privé, mais surtout des partenaires techniques et financiers, demeure un gage de bonne exécution du plan d'action. À cet effet, je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers à travers votre personne à participer aux côtés du gouvernement au financement du plan d'action de la présente lettre de politique sectorielle de développement dont le budget prévisionnel s'élève à 112 426 196 973 francs CFA. Les services de mon département veilleront à la cohérence des interventions et au respect de la chaîne de planification, de programmation, d'exécution et de suivi-évaluation. La ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam. À cette occasion, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération demande également aux différents acteurs de s'en approprier. Amadou Hott est avec Ismaël Marcel Colli. Je voudrais également confirmer que nous avons déjà sollicité 2 partenaires pour la mobilisation des 27 milliards dont a parlé ma collègue. Il s'agit de l'AFD et également de la Banque européenne d'investissement. Donc nous allons travailler avec le ministère pour faciliter l'évaluation de ce projet par les partenaires. Et donc nous allons également aussi user de toute notre influence pour donc amener les partenaires à
à financer ce projet. Je voudrais à ce stade du processus adresser mes vives félicitations à ma collègue Madame la Ministre et à ses collaborateurs et saluer par la même occasion l'implication de la société civile, du secteur privé et des partenaires. Je voudrais particulièrement remercier Madame la Ministre pour vraiment la collaboration entre nos deux ministères. Madame la Ministre, le document ressorti de ce processus est un bon instrument de planification. Je demande en conséquence aux différents acteurs de s'en approprier pour relever le défi de son opérationnalisation effective. Au moment où on essaie de galvaniser la création d'emplois, mais aussi l'auto-emploi, je pense que cette lettre est venue à son heure et maintenant il faut que tout le monde s'organise pour une mise en œuvre effective et efficace. 10 encadreurs et 8 producteurs du cadre de concertation des producteurs du bassin arachidier ont été récompensés par le cadre de concertation des producteurs d'arachide CCPA pour leurs bons résultats acquis sur le terrain. Toutefois, ces paysans demandent plus de semences en qualité et en quantité de la terre, des financements. Écoutons Ibo Faye, membre du groupement intervillageois des producteurs d'arachide de Gondiaï, au micro de Mamadou Kamara. L'agriculture est un des piliers de notre développement. Il y a quelqu'un qui disait que l'économie doit se tenir sur deux jambes, l'agriculture et l'industrie. Donc l'agriculture constitue une des jambes de ce développement économique. Donc par rapport aux problèmes que nous rencontrons, il y a un problème de terre. Au départ, il n'y en avait pas, mais avec l'augmentation de la population, les villageois, les paysans sont confrontés à un problème de terre. C'est peut-être avec leur intelligence et avec ce que nous avons appris que nous allons maximiser ce qu'on est en train de produire avec un lopin un peu réduit. Mais avec, donc, comme je l'ai dit, ce qu'on a acquis comme formation, ce qu'on a capitalisé comme expérience, avec le petit lopin dont nous disposons, nous pouvons quand même le maximiser et produire plus. Et je sais que pour le résoudre dans nos villages, il serait très difficile. Peut-être on sera obligé de se déplacer ailleurs où les terres sont plus disponibles. Et ça, c'est pas aussi facile. Et en tout cas, moi, par rapport à ce que j'ai acquis vraiment, je suis en train de capitaliser cette expérience et de produire le maximum. Peut-être avec le minimum de terres que nous avons, essayer quand même de nous renforcer en intrants, en semences de qualité et de favoriser le bio pour qu'on puisse développer quand même notre agriculture à la base avec les petits terrains que nous avons. Par rapport à l'exode, vous voyez quelquefois qu'on avait créé les villages neufs de Koupentoum, les villages 10, 13 et autres. C'était pour permettre à des paysans qui n'avaient plus de terre disponible aussi de se déplacer vers ces sites où il y avait assez de terre pour pouvoir exploiter. Peut-être ce moyen-là, actuellement, ça pose problème parce que les serres sont occupées. C'est pour cela qu'il est difficile quand même. Mais quand on nous appuie en intrants de qualité, en semences de qualité et en formation de qualité, je crois que nous pourrons quand même produire le maximum et peut-être nourrir nos populations. Restons toujours à Kaolack avec la visite du directeur général de la Banque agricole dans le Saloum. Pendant 2 jours, Malik Ndiaye a rencontré des partenaires pour échanger sur l'accompagnement et comment l'améliorer en cas de besoin à Watiao. Kawon, Ngatchinaude, Dingirai, Ndiafat et Wakunguna ont été les différentes étapes de la visite du directeur général de la Banque agricole dans le Saloum. Malik Ndiaye tenait à rencontrer ses partenaires pour constater de visu leurs activités sur le terrain, avoir une idée des difficultés rencontrées afin d'améliorer l'accompagnement. Malik Ndiaye, directeur général de la Banque agricole. Nous avons accompagné certains opérateurs dans le cadre de la commercialisation des arachides et il était important pour nous de venir voir qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser au travers justement de l'activité de transformation industrielle. Et dans ce même cadre-là aussi, nous avons accompagné des opérateurs privés stockeurs qui ont beaucoup fait aujourd'hui dans le stockage de semences d'arachides. Nous sommes aussi allés à Wakunguna visiter nos braves femmes qui s'activent dans la filière mil avec une bonne compréhension de la nécessité de produire du mil de qualité. Et nous avons été agréablement surpris par la compréhension des dames de la dynamique de la production de mil, mais aussi de la nécessité de faire de la qualité leur leitmotiv. Enfin, nous avons visité Flexo, qui est concessionnaire de services publics en milieu rural, et nous avons commencé depuis quelques mois à travailler dans la solarisation de
ces forages, faire en sorte que l'énergie propre soit utilisée et faire en sorte aussi que l'impact de la maîtrise du coût de l'énergie puisse aussi être répercuté au prix de l'eau. Et je crois que là aussi, il y a des avancées importantes qui sont en train d'être réalisées. Le directeur général de la Banque agricole a ensuite rencontré le personnel des deux agences de Kaolack pour échanger avec lui sur les perspectives de la structure pour mieux faire face à la concurrence. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Depuis sa création, la Banque agricole est étiquetée une structure financière au service uniquement du pays. Le directeur général a tenu à clarifier l'offre de services pour augmenter la clientèle. Le directeur général de la Banque agricole, Malik Ndiaye, est avec Awa Thiaw. Depuis juillet 2019, nous avons procédé à ce changement de nom. Mais ce n'est pas seulement un changement de nom et de marque, c'est aussi un changement d'orientation dans la prise en charge des préoccupations des agences économiques. Nous avons une nouvelle signature qui s'appelle Experte et Ouverte. Experte dans son secteur d'activité traditionnelle, l'agriculture, le secteur primaire de façon globale, mais ouverte aussi parce que nous embrassons dorénavant un certain nombre de secteurs de la vie économique qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner tout agent économique, tout porteur de projet, tout promoteur ou toute profession libérale aujourd'hui est en mesure de solliciter la banque. Mais nous avons bien entendu mis l'accent sur un certain nombre d'évolutions de l'avenir. Je parle de la finance climat. Je veux aussi parler des instruments nouveaux que nous utilisons aujourd'hui pour accompagner le financement des stocks, la tierce détention, le système de récépissé d'entrepôt, et une offre diversifiée sur les particuliers, en l'occurrence une monétique qui est très dynamique avec des cartes prépayées, des cartes attachées au compte et bientôt une plateforme e-banking qui permettra aussi à chaque client de la banque d'avoir sa banque en ligne et cela aussi participe à notre sens véritablement de la volonté de la banque d'aller de l'avant pour ainsi accompagner l'ensemble des acteurs économiques qui sont aujourd'hui dans les différentes contrées du territoire national. Derrière tout cela, il faut effectivement aligner l'offre pour pouvoir non seulement garder nos clients traditionnels, mais aussi aller conquérir de nouveaux prospects. Et vous le savez, la concurrence est très difficile. À Dakar, il y a beaucoup de banques sur la place de Dakar et du Sénégal et nous n'entendons pas rester les bras croisés. Dans notre plan d'affaires, nous ambitionnons de bien repositionner la banque et de faire partie des banques leaders dans les prochaines années. Direction Ziguinchor, le système éducatif est perturbé depuis vendredi dans la commune de Ziguinchor. Les élèves du lycée de Périzac qui sont entrés en mouvement pour, disent-ils, réclamer un service médical et des toilettes. Ils font tous les matins le tour des établissements pour sortir leurs camarades. Ben Michel Kofoudi. Les élèves du lycée de Périzac ont anticipé les fêtes de Pâques en délogeant leurs camarades des autres établissements de la commune de Ziguinchor. Un mouvement de grève qui n'est pas apprécié par certains élèves, dont Naya Gueye du lycée d'Ignabo Bassena. Le motif était qu'ils n'avaient pas de toilettes, qu'ils n'avaient pas d'infirmerie et qu'au cours de peste, des élèves tombaient, donc ils voulaient se révolter contre cela. Ils nous ont délogés contre notre gré. Parce qu'au début, on a refusé et ils ont forcé avec des pierres et tout ça. On a eu peur, on est sorti. Ils pouvaient faire autrement. Par exemple, pourquoi pas en parler aux autorités, à l'administration, pour qu'ils les aident. Parce qu'ils sont en train de nous pénaliser et ils se pénalisent eux-mêmes. Par exemple, nous les élèves de terminale, on a beaucoup de choses à faire, ça nous reste beaucoup. Monsieur Diédou, professeur de sciences et coordonnateur du gouvernement scolaire, se démarque de cette attitude car selon lui, le motif avancé pour faire la grève est trop léger. Parce qu'à l'heure où on part, si on ne repousse pas l'examen avec le quantum horaire, je ne pense pas qu'on termine le programme à temps. Parce que regardez, on est en train de perdre des heures. Et il y avait l'effet aussi de son corps. Là, on a perdu des semaines, on perd encore des heures. Alors que l'examen jusqu'à présent, on ne sait pas prononcer si on doit repousser ou pas. Mais ce n'est pas les élèves d'aujourd'hui. Eux, ils ne déposent pas de préavis. Ils ont leurs problèmes, ils délogent comme ça. Alors que ces genres de problèmes, ça ne se règle pas à la fin de l'année, ça se règle au début de l'année. Ces grèves à la veille des fêtes sont devenues une habitude chez les élèves de Ziguinchor et pour certains, ce sont des prétextes pour justifier leur désir d'anticiper les fêtes. Ben Michel Konfoudi, Ziguinchor, sur le FM. International. Direction les États-Unis, 3 mois après l'assaut du Capitole en marge d'un discours de Donald Trump, le siège du Congrès américain a de nouveau connu un acte de violence ce vendredi 2 avril. Cette fois, l'attaque s'est limitée au pourtour du bâtiment et a pris pour cible des forces de l'ordre, causant la mort d'un policier, un autre blessé. Le conducteur du véhicule est ensuite sorti du véhicule armé d'un couteau et a été tué par la police. Cette attaque ne paraît pas liée au terrorisme
terrorisme, ont précisé les services de police. L'enceinte du Capitole avait été placée sous très haute protection après l'assaut meurtrier du 6 janvier mené par des manifestants pro-Trump. Certaines des barrières de protection avaient été retirées récemment et le périmètre de sécurité resserré autour du siège du Parlement américain. Au Niger, au terme de ses 2 mandats constitutionnels, Mahamadou Issoufou a remis ce vendredi les clés de la présidence à son successeur Mohamed Bazoum, le nouveau président élu à la tête du pays. La sécurité sera l'un des plus grands défis de Mohamed Bazoum, un défi de continuité de ce qu'a accompli Mahamadou Issoufou. Il reprend donc des thèmes de son prédécesseur, l'amélioration de l'éducation et notamment la sécurité ou la scolarité des jeunes filles, la démographie. Le nouveau président a aussi promis de prendre à bras le corps la question de la corruption. Une cérémonie d'investiture marquée par la présence d'une dizaine de chefs d'État africains ce vendredi. Réaction la Guinée-Conakry, fermeture prolongée des frontières de la Guinée avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. La CEDEAO s'en mêle et interpelle le président Alpha Condé. Au terme d'un séjour à Conakry, Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, encourage les autorités guinéennes à poursuivre les discussions avec le Sénégal et la Guinée-Bissau pour permettre la réouverture des frontières tout en prenant en compte les questions de sécurité. Correspondance Amadou Ribari. 7 mois maintenant, les frontières entre la Guinée et le Sénégal et Guinée-Bissau sont fermées. L'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou est arrivé en Guinée pour s'enquérir de la situation et tenter de faire fléchir le gouvernement guinéen qui s'obstine à rouvrir ses frontières avec ses 2 pays voisins. Au cours de sa rencontre avec le président de la République, le président de la commission de la CEDEAO s'est félicité tout d'abord de la réouverture des frontières guinéo-léonaises et souhaite que la même chose soit faite pour le Sénégal et la Guinée-Bissau. Pour Jean-Claude Cassibrou, cette décision des autorités viole l'un des principes de la CEDEAO qui fait de la libre circulation des personnes et de leurs biens son credo. La délégation de la CEDEAO a aussi rappelé que cette fermeture de frontières impacte négativement les affaires commerciales des communautés. Le chef de l'État guinéen, dans sa réponse, a indiqué qu'il a pris cette décision pour des raisons de sécurité avant d'accuser à nouveau ses homologues du Sénégal et de Guinée-Bissau de collaborer avec ses ennemis. Toutefois, le président de la République s'est dit ouvert au dialogue avec Macky Sall et Oumar Sissoko Embalo afin de trouver une solution pour le bonheur des 3 pays. Le président de la commission de la CEDEAO a promis de revenir très prochainement à Conakry pour évaluer la situation et permettre la réouverture des frontières. Amadou Ribari depuis Conakry pour Sud FM. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Faciliter aux populations de Malicounda l'accès aux soins primaires, un objectif de l'équipe municipale qui tente de réussir un maillage pour améliorer la carte sanitaire de la commune. Le médecin-chef de district et les autorités locales ont fait le tour des 4 infrastructures sanitaires en construction pour faire l'état des lieux afin d'évaluer les besoins pour l'acquisition des équipements et matériels destinés aux infrastructures sanitaires. Écoutons Maguette Sen, maire de Malicounda, au micro de Moustapha Sall. Il s'agit d'un poste de santé à Salé Aérodrome, d'un autre poste de santé à Malicounda Wokhot, une grande maternité au niveau de Malicounda Wolof et de ce dernier poste de santé où nous sommes à Tahoum. C'est des infrastructures extrêmement importante pour la carte sanitaire, en tout cas pour un bon maillage de la commune et pour une bonne satisfaction des populations quant à leur accès aux soins primaires. C'est pourquoi nous sommes venus avec le médecin-chef faire la visite de ces 4 infrastructures. L'objectif étant d'évaluer les besoins en équipement, peut-être de faire une requête au niveau du ministère de la Santé, mais également évaluer ces besoins-là pour voir du côté de la mairie ce qu'on peut apporter en termes d'acquisition d'équipement. Bon, pour ces 4 structures, c'est la commune qui a tout construit. Toutes ces 4 structures sont faites sur ressources propres de la commune. C'est vrai que la maternité de Malicounda Wolof, il y a eu un appui de la centrale solaire. La mairie aussi a participé dans la construction. Un autre point important de la visite, c'est
la maternité de Malicounda Wolof. On sait que c'est logé dans un poste de santé et le bâtiment est extrêmement grand. Donc on a fait le plaidoyer au niveau du médecin chef de district pour que l'on voit avec le ministère de la Santé comment en faire un centre de santé. Je crois que la zone en a besoin. Donc ça faisait partie des objectifs de la mission. C'était de montrer au médecin chef de district l'importance de cette infrastructure. Le grand bâtiment qu'on y a construit en plus des bâtiments qui y étaient et peut-être faire avec lui un dossier pour faire le plaidoyer pour que ça puisse être érigé en centre de santé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un nouveau numéro de Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueiba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. 2022 et non 2021, l'Assemblée nationale a tranché. Elle a adopté la loi numéro 05-2021 malgré les amendements brandis par l'opposition parlementaire qui soupçonne un calendrier électoral caché. Le ministre de l'Intérieur a exposé les raisons qui ont conduit à ce report lors de la plénière à l'Assemblée nationale. Un report des élections locales alors que les meetings se poursuivent. Après Matam, Podor, Kaolack mobilise. Les jeunesses républicaines ont dénoncé le meeting de certains leaders de l'Alliance pour la République organisé ce vendredi. Un méga meeting boycotté par la jeunesse républicaine. Mais malgré tout, les militants ont massivement répondu à l'appel de leur leader. Lancement officiel